L'Ukraine vient de mener l'une de ses attaques de drones les plus dévastatrices et précises à ce jour, frappant directement le cœur de la puissance militaire russe et effaçant pratiquement une place forte militaire de la carte. La cible ? La base aérienne d'Engels dans la région de Saratov en Russie, un centre vital pour la machine de guerre de Poutine. Maintenant, cette base est en train de fumer, après que l'Ukraine a frappé avec une horde de drones, éliminant potentiellement certains des bombardiers les plus importants de la Russie dans le processus. Le 20 mars, ABC News a été parmi les premiers à rapporter la massive attaque de drones de l'Ukraine, confirmant que les autorités russes de l'oblast de Saratov avaient reconnu une attaque ukrainienne. Selon ces autorités, la cible était la base aérienne d'Engels. La base, située à environ 280 miles de la frontière russo-ukrainienne, est profondément ancrée en territoire russe. Elle est vitale pour Poutine tout au long de la guerre en tant que rampe de lancement pour ses bombardiers et avions de chasse. Mais maintenant, cet élément crucial de la stratégie militaire russe a été durement touché, et les retombées pourraient tout changer. L'Ukraine connaît depuis longtemps les dangers de cette base. ABC rapporte que l'Ukraine a frappé la base à plusieurs reprises au cours des 3 dernières années, avec sa dernière attaque survenue plus tôt cette année. Reuters a rapporté que la frappe de janvier 2025 visait un dépôt de pétrole desservant la base d'Engels, le mettant en flammes. C'était une attaque efficace de l'Ukraine. Selon Roman Busagin, gouverneur régional de Saratov, 2 pompiers russes sont décédés en tentant d'éteindre l'incendie du dépôt pétrolier. Busagin a également été contraint de déclarer l'état d'urgence dans l'oblast, qui selon Reuters, compte 200 000 habitants. L'armée ukrainienne a également salué cette frappe, déclarant sur Telegram qu'elle crée de sérieux problèmes logistiques pour l'aviation stratégique des occupants russes et réduit considérablement leur capacité à frapper les villes ukrainiennes pacifiques et les objets civils. Si cette frappe de janvier était impressionnante, ce que l'Ukraine a accompli dans la nuit du 20 mars l'était encore plus. Les détails de l'attaque proviennent du Kiev Post. Il indique que l'Ukraine a frappé Saratov et Engels avec la plus grande attaque de drones contre la région depuis que Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022. L'attaque a provoqué un incendie à la base aérienne d'Engels, forçant l'évacuation du personnel et des civils vivant dans une zone rurale proche, selon Roman Busagin. La chaîne Telegram Astra a également révélé des images et quelques séquences vidéo de l'attaque. Les images montrent de la fumée s'élevant dans le ciel depuis la base d'Engels, indiquant que l'Ukraine a atteint ses cibles avec ses drones. Une courte vidéo, apparemment filmée par un habitant d'Engels, montre également de la fumée s'élevant dans le ciel. Selon Astra, des détonations secondaires ont été entendues dans et autour de la base aérienne d'Engels. Cela pourrait avoir été causé par d'autres drones qui ont touché des actifs russes précieux, où les explosions pourraient n'être le résultat d'un coup direct sur un dépôt de munitions de l'installation, provoquant l'explosion de précieuses munitions russes. Il semble que Busagin essaie de présenter l'attaque de drones comme visant d'abord des civils plutôt qu'une cible militaire. Le gouverneur de Saratov affirme que la frappe d'Engels en Ukraine a fini par endommager une trentaine de maisons dans la ville, ainsi qu'une école, un hôpital et 2 jardins d'enfants. Des médias locaux ont publié des photos montrant un hôpital aux fenêtres brisées, qu'ils affirment être celui en question. Selon Busagin, l'attaque a fait 2 blessés civils, dont une femme hospitalisée. De plus, l'attaque a touché un dépôt de pétrole, peut-être le même que l'Ukraine avait ciblé en janvier, provoquant un petit incendie. De plus, les écoles de la région ont été fermées. Les élèves donnent étudiants à distance pour la journée. Reste à voir si ces affirmations sont avérées. Il est suspect que Busagin prétende que la frappe de l'Ukraine a visé des zones civiles, alors que c'est une stratégie que la Russie a utilisée, et nie avoir utilisée, depuis le début de l'invasion de Poutine. Le gouverneur régional de Saratov pourrait-il essayer de prétendre que l'Ukraine est tout aussi coupable de cibler les civils russes que la Russie de tuer des citoyens ukrainiens ? Peut-être. Il pourrait également essayer de détourner l'attention de l'impact réel de la frappe de l'Ukraine contre la base aérienne. ABC rapporte également que la frappe sur Engels faisait partie d'une attaque de drones plus large contre plusieurs cibles russes. Il indique que les médias russes prétendent que les défenses aériennes du pays ont abattu 132 drones ukrainiens lors de l'attaque, dont 54 étaient au-dessus d'Engels. La Russie a aussi lancé une attaque aérienne simultanément. Selon les autorités ukrainiennes, la ville ukrainienne de Kropotnysk a été attaquée par une horde de drones, provoquant environ 30 explosions dans la ville. Kupiansk a également été visée, recevant au moins 20 bombes en quelques heures, faisant un mort et un blessé parmi les civils. En tout, la Russie a lancé 171 drones en Ukraine la même nuit que l'attaque d'Engels.
L'Ukraine affirme que 75 de ses drones ont été abattus par ses défenses aériennes, 63 autres ayant été perdus en vol et n'ayant causé aucun dommage. Malgré le lancement d'attaques de drones la même nuit, il y a une nette différence entre les frappes ukrainiennes et russes. Pour l'Ukraine, la base aérienne d'Engels et son dépôt de pétrole étaient les cibles principales. Il peut y avoir eu des dommages collatéraux si l'on croit Bouzagine, mais c'était involontaire. La Russie, en revanche, a ciblé uniquement les villes ukrainiennes, pas les cibles militaires. Poutine essaie de causer autant de morts et de destruction que possible dans les zones civiles, et il semble que contrer cette approche russe était l'objectif de l'Ukraine avec la frappe d'Engels. C'est pourquoi cette attaque était si importante. Cela a simplement rendu l'armée de l'air russe, du moins à Engels, absolument impuissante en neutralisant potentiellement deux des atouts les plus dangereux de la Russie, les bombardiers stratégiques Tu-160 et Tu-95MS, car la destruction d'une unité de stockage de munitions et la destruction du dépôt de pétrole d'Engels rend ces bombardiers pratiquement inutiles même s'ils sont capables de prendre leur envol. Le Tu-160, qui est désigné comme Blackjack par l'OTAN, est un bombardier stratégique capable d'atteindre des vitesses supersoniques. Il a effectué son premier vol en décembre 1981, bien qu'il n'ait officiellement été mis en service qu'en avril 1987. La Russie en a construit 36 depuis l'introduction du bombardier, ce qui signifie que même la perte d'un ou deux d'entre eux porte un coup sévère à la capacité du pays à larguer des bombes sur ses ennemis. Pire encore pour Poutine, le Tu-160 est un bombardier soviétique, mais toujours efficace. Il a démontré sa capacité à lancer des bombes planantes sur des cibles en Ukraine. Mais son âge signifie que beaucoup des 36 que la Russie a construits sont tombés en désuétude, ou ne sont autrement pas utilisés par l'armée russe. Seuls 17 de ces puissants avions sont en service, ce qui rend les pertes potentielles subies d'un angle encore plus importantes. La Russie regrettera également les capacités des 2160. L'avion est capable de fonctionner dans des conditions de jour et de nuit. En plus de fonctionner partout dans le monde, c'est aussi un bombardier nucléaire, bien que la Russie l'utilise pour lancer des armes conventionnelles. Le Tu-160 est l'un des principaux moyens de la Russie pour livrer des ogives nucléaires à une cible, démontrant une fois de plus combien même la perte d'un de ces avions est importante pour Poutine. L'équivalent américain le plus proche du Tu-160 est peut-être le B-1B, que l'Amérique a précédemment intégré avec les jets de combat de l'époque soviétique de l'Ukraine, lors de missions d'entraînement au combat. En termes de missiles et de bombes, le Tu-160 est généralement équipé de jusqu'à 12 missiles Kh-155MS. Chaque missile est propulsé par un turbofan et a une portée maximale de 1864 miles, plus que suffisant pour atteindre pratiquement n'importe quelle cible en Ukraine depuis Engels. Si Poutine décide d'emprunter la voie nucléaire, ces missiles peuvent également être armés d'une ogive de 200 kilotonnes. C'est suffisamment puissant pour dévaster gravement n'importe quelle ville. Selon la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, une bombe de 100 kilotonnes larguée sur New York entraînerait plus de 583 000 morts. New York est densément peuplée, mais cette statistique donne une idée de l'ampleur des dégâts qu'une bombe nucléaire de double puissance pourrait causer si larguée sur une grande ville. Le 2160 est aussi rapide. Il peut grimper jusqu'à 156 miles par heure. Une fois, à une certaine altitude, il peut atteindre 1379 miles par heure, juste en dessous de Mach 2. Cependant, il croisière à une vitesse beaucoup plus lente de 596 miles par heure. Ajoutez une endurance de vol de 15 heures au mélange, et vous obtenez un bombardier stratégique qui frappe fort, peut rester en l'air longtemps, et offre une portée suffisante via ses missiles pour attaquer n'importe quelle cible ukrainienne. Le Tu-95 Microsoft est tout aussi dangereux. Désigné sous le nom de code de l'OTAN BRH, le Tu-95MS sert à la fois de bombardier stratégique et de transporteur de missiles. C'est une amélioration du Tu-142 de la Russie, qui est un avion de patrouille maritime, en plus d'être une version modernisée des anciens bombardiers BR-295 de la Russie. La Russie n'a pas beaucoup de ces avions dans ses stocks. Moscou en avait acquis 20 d'entre eux, à la fin de 2016, selon la technologie de l'armée de l'air, qu'elle espérait maintenir en service jusqu'en 2040. Cela pourrait ne plus être le cas, après l'attaque d'Engels en Ukraine. Il est également important de souligner que moderniser ne signifie pas nécessairement moderne en termes de 2025. Le prototype du 295 Microsoft a été achevé en septembre 1979, avec la production en série du bombardier ayant lieu entre 1981 et 1992. C'est exact,
C'est un autre avion de l'ère soviétique que Poutine a amené à une invasion qu'il a commencée en 2022. Cependant, la Russie a effectué plusieurs mises à niveau de l'appareil depuis son introduction dans son armée de l'air en 1980. Par exemple, en décembre 2014, l'entreprise aérospatiale russe Tupolev a livré 2 de ses versions modernisées de l'appareil. C'est cette version qui constitue les 20 que la Russie avait dans ses stocks avant la dernière frappe de l'Ukraine contre Engels. Le 295 Microsoft est un peu plus capable que le 2160 en matière de combat aérien. Il est équipé d'une paire de canons automatiques, Gryazev Chipounov, de 23 mm, qui sont montés à l'arrière de l'avion, et offrent une mesure de défense contre les jets et les missiles entrants. Ce canon peut tirer des rafales à un rythme de 2400 par minute. Cependant, les canons ne sont pas la plus grande menace pour l'Ukraine. Les 295 missiles Microsoft sont bien plus préoccupants. L'avion PAC-6 de Russie est équipé de missiles de croisière K-15 qui sont chargés dans un lanceur de tambour et ont une portée de 1553 miles, les rendant efficaces pour les villes en Ukraine. Il existe aussi une variante du 295 Microsoft, le 295 Microsoft 6, qui peut être chargé avec les mêmes missiles KH-55 que le Tu-160 utilise. La variante Microsoft 16 peut transporter jusqu'à 16 de ces missiles, faisant du Tu-95 Microsoft une menace majeure. Ajoutez à cela le brouilleur SPS-160 gérant à bord du bombardier. Ce brouilleur, avec les canons arrière, renforce la protection contre les menaces aériennes, rendant le Tu-95 Microsoft difficile à abattre. Le principal défaut de l'avion, selon les Russes, est qu'il est moins rapide que le Tu-160. Le Tu-95 Microsoft ne peut atteindre qu'une vitesse maximale de 515 miles par heure, sa vitesse de croisière tombant à 341 miles par heure. Cependant, il compense cela avec une portée de vol de 6524 miles, ce qui est suffisant pour que le bombardier pénètre sur le territoire ukrainien, déchaîne ses missiles ou bombes et retourne à la base d'Engels sans avoir besoin de s'arrêter pour faire le plein. C'était le cas jusqu'à ce que l'Ukraine détruise la base d'Engels. Cependant, l'Ukraine a fait plus que simplement clouer au sol 2 des bombardiers russes les plus meurtriers. En immobilisant ces bombardiers, elle a réduit la capacité de la Russie à bombarder les villes ukrainiennes avec des bombes planantes. La Russie a commencé à utiliser des bombes planantes contre l'Ukraine en 2023, intensifiant leur utilisation l'année suivante. Ces bombes primitives se sont avérées très efficaces contre les défenses aériennes ukrainiennes. Elles sont fabriquées à partir de bombes Fab 1500 et Fab 500 de l'époque soviétique, qui pèsent respectivement 1,5 et 0,5 tonnes. L'astuce de la Russie est qu'elle attache un kit d'ailes spéciales repliables à ces bombes puissantes, leur permettant d'être lancées à des centaines de kilomètres d'une cible avant qu'elles ne planent dans l'air, jusqu'à ce qu'elles atteignent leur cible. Ce ne sont pas les bombes les plus précises du monde. Le kit d'ailes que la Russie utilise est équipé d'une navigation par satellite de base pour les maintenir généralement sur la bonne voie, mais elle compense ce manque de précision par 2 caractéristiques. Elles sont peu coûteuses et destructrices. Chaque kit d'ailes ne coûte à la Russie qu'entre 20 000 $ et 30 000 $, les bombes ne coûtent rien. Les FAB sont déjà dans les stocks russes, permettant à Poutine d'obtenir un équivalent approximatif d'un missile coûteux avec son kit d'ailes. Les bombes planantes n'ont pas besoin d'être super précises. Une seule FAB 500 contient environ 440 livres d'explosifs, ce qui est à peu près équivalent à 30 des obus d'artillerie de 152 mm de la Russie, emballés dans une seule munition. Même lorsque les bombes planantes ne touchent pas parfaitement leur cible, elles explosent avec une force si massive qu'elles transforment ce qu'elles touchent en peu plus qu'un cratère dans le sol. Et la Russie a bombardé l'Ukraine avec ses armes terrifiantes. En mars 2024, lorsque Poutine a commencé à utiliser ses bombes sérieusement, la Russie en a lancé 3000 sur les villes et les installations militaires ukrainiennes. Elle a maintenu ce rythme chaque mois depuis. Selon United 24 Media, la Russie avait frappé l'Ukraine avec 51 000 de ses bombes planantes à la fin de février 2025, prenant au cours de toute la guerre. Cela revient à environ 1416 par mois. Daniel Bell, qui dirige la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine, Human Rights Monitoring Mission en Ukraine, déclare que les bombes planantes sont devenues l'une des plus grandes menaces pour les civils dans les villes le long de la ligne de front. Elles sont aussi une des principales causes de l'augmentation de 30% du nombre de tués et blessés en 2024 comparé à 2023. Ne sous-estimez pas l'ampleur des morts
que ces terribles armes provoquent. Le Human Rights Monitoring Mission en Ukraine déclare que les bombes planantes de la Russie ont tué 360 civils ukrainiens et en ont blessé 1860 et un supplémentaire en 2024 seulement. Ces chiffres représentent, respectivement, une augmentation de 3 fois et de 6 fois par rapport aux chiffres des victimes de 2023. United 24 affirme que la Russie produit de plus en plus de bombes planantes. Poutine prévoit d'augmenter les niveaux de production au point que la Russie produit 75 000 de ces bombes chaque année, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport au nombre d'unités produites en 2024. Et c'est pourquoi la frappe réussie de l'Ukraine contre la base aérienne était si importante, car c'est de bases comme celle-ci que Poutine lance des bombes planantes. Engels est suffisamment proche des lignes de front de la guerre en Ukraine pour que ces bombardiers puissent prendre leur envol et lancer ces armes terrifiantes sans s'approcher suffisamment de l'Ukraine elle-même pour risquer d'être abattue par les défenses anti-aériennes du pays. En éliminant Engels, l'Ukraine a aussi détruit l'un des points de lancement des attaques les plus dévastatrices de Poutine. Si elle a éliminé certains des jets qui ont lancé ces bombes, c'est déjà une excellente nouvelle. Mais comme l'indiquent en les premiers rapports, il semble également que l'Ukraine ait détruit un dépôt de munitions à Engels avec son attaque de drone. Vous n'aurez pas besoin de 3 essais pour deviner quelles armes étaient probablement stockées ici. L'élimination de la menace de la bombe planeuse est une grande victoire pour l'Ukraine sur plusieurs fronts. En termes de victimes civiles, neutraliser Engels, même temporairement, signifie que ses citoyens peuvent respirer un peu plus facilement. Moins d'entre eux mourront si l'Ukraine intensifie ses attaques de drones pour cibler des bases aériennes similaires en Russie. Sur le front militaire, la destruction de ressources clés à Engels soulage également la pression sur les lignes de front. Quand Poutine ne bombarde pas l'infrastructure civile de l'Ukraine avec des bombes planantes, il les utilise pour dévaster les fortifications du pays dans les régions où l'Ukraine combat activement la Russie. Atténuer la menace que présentent ces bombes permet aux forces terrestres ukrainiennes de concentrer davantage leur énergie collective sur les troupes russes. Et cette frappe ne pouvait pas arriver assez tôt. L'Ukraine a passé une grande partie de la guerre à essayer de résoudre le problème de la bombe planante. Les systèmes de navigation par satellite simples de l'arme les rendent résistants à de nombreuses techniques de brouillage employées contre les drones et missiles de croisière. Ainsi, la simplicité d'une bombe planante russe représente l'un de ses principaux atouts. La Russie est en train de perdre cet avantage. Des attaques, comme celle que l'Ukraine a menée à Engels, éliminent les stocks de bombes planantes de la Russie et les avions utilisés pour lancer ces bombes. Ils servent également d'avertissement à Poutine que ces aérodromes ne sont pas sûrs. De futures attaques similaires pourraient même contraindre le dirigeant russe à retirer davantage son armée de l'air, rendant inutile l'affectuement pour les bombes planantes. L'Ukraine semble avoir trouvé un moyen de brouiller les signaux que la Russie utilise pour guider ses bombes planantes, au cas où les autres méthodes échoueraient. C'est selon Forbes, qui a déclaré le 17 mars que l'Ukraine a compris comment utiliser une forme de système de guerre électronique qui perturbe le système de navigation par satellite d'une bombe planante. Le résultat ? Il faut maintenant entre 8 et 16 bombes planantes à la Russie pour atteindre une cible où une seule aurait fait l'affaire il y a quelques mois. Poutine va avoir besoin de ces 50% supplémentaires de bombes qu'il prévoit de construire en 2025, surtout si l'Ukraine combine cette nouvelle technologie de brouillage avec davantage d'attaques sur les bases aériennes russes. C'est donc une immense victoire pour l'Ukraine. Il y a juste un petit problème. Selon ABC, l'attaque ukrainienne sur Engels aurait aussi détruit un dépôt de pétrole alimentant la base aérienne. Cela pourrait poser un problème. Le 18 mars, le président américain Donald Trump a discuté par téléphone avec Poutine d'un accord de cessez-le-feu qu'il avait négocié avec Zelensky quelques jours plus tôt. Poutine refuse un cessez-le-feu complet. Cependant, il a accepté de cesser immédiatement toutes les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine pendant 30 jours si l'Ukraine fait de même. En surface, il peut sembler que l'assaut de l'Ukraine sur le dépôt de pétrole d'Engels vient de violer les termes du cessez-le-feu. Ce n'est pas le cas. Malgré les déclarations du Kremlin affirmant que Poutine a ordonné un cessez-le-feu, la Russie a bombardé les infrastructures énergétiques ukrainiennes, à Sloviansk, environ 1 heure après l'appel téléphonique. Cette attaque a laissé des milliers de civils ukrainiens sans électricité ni chauffage. La réalité, c'était que Poutine n'a jamais eu l'intention de respecter son propre cessez-le-feu. Il l'a presque instantanément rompu. L'attaque de l'Ukraine sur Engels envoyait un message clair aux dirigeants russes. Vous pouvez peut-être mentir à Trump, mais chaque attaque que vous nous envoyez sera accueillie par une tout aussi dévastatrice. Et dévastateur est le mot correct. En une seule frappe de drone, l'Ukraine a ravagé l'aérodrome d'Engels, éliminé des munitions russes clés, potentiellement détruit certains bombardiers stratégiques et mis un dépôt de pétrole en flammes.
c'est un puissant revers, s'il en a déjà existé. Mais que pensez-vous de ce que l'Ukraine a accompli à Engels? Allons-nous voir davantage d'attaques de ce type de la part de l'Ukraine, malgré le cessez-le-feu négocié par Trump qui est techniquement toujours en place? Quelle base aérienne voyez-vous l'Ukraine cibler ensuite? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des informations à jour sur les dernières innovations militaires ukrainiennes. Nous nous efforçons d'être une source d'informations précises et à jour sur les principaux conflits, et nous apprécions grandement votre soutien.